je suis tombé sur une vidéo concernant l'histoire des Comores et cette vidéo était tellement caricaturale que j'ai souhaité en débunker certains points. Pourquoi certains qualifient les Comoriens de Noiarabes? L'appellation Noiarabe est souvent utilisée de manière péjorative pour désigner les Comoriens, en sous-entendant qu'ils seraient des bandeurs d'Arabes et que l'islam leur aurait été imposé par la traite arabo-musulmane. Mais cette idée est totalement fausse. Premièrement, l'islam est arrivé pacifiquement aux Comores dès le 8e siècle, selon certaines sources. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'il s'est largement répandu à travers l'archipel, notamment grâce aux tariqas soufis. Deuxièmement, il existe des Comoriens d'origine arabe. Bien qu'ils soient minoritaires et principalement installés dans certaines grandes villes, leur migration est documentée et ils conservent encore aujourd'hui des liens avec leur famille au Yémen. Troisièmement, non, les Comoriens ne sont pas des bandeurs d'Arabes. Contrairement à ce que certains affirment, les Arabes ne rejettent pas les Comoriens. En réalité, ce sont les Omanais eux-mêmes qui ont proposé l'adhésion des Comores à la Ligue arabe en raison de leurs liens familiaux et historiques avec l'archipel. En somme, si être fier de notre identité, de notre religion et de nos valeurs islamiques fait de nous des Noiarabes, alors nous en sommes fiers. Tout d'abord, il est compréhensible que certains souhaitent réfuter des termes comme Noiarabe. Cependant, il est erroné de prétendre que ce terme désigne spécifiquement les Comoriens, qui fantasmeraient une arabité, supposée ou réelle, tout en associant à cette définition l'idée que la traite arabo-musulmane aurait imposé l'islam. Mais vos ancêtres, ils venaient d'où? Nos ancêtres étaient des Perses. D'après ce que j'en ai compris, depuis l'émergence de ce terme sur Internet dans les années 2010, il visait à qualifier toute personne noire qui, dans sa pratique ou sa réflexion quotidienne, privilégiait une grille de lecture sociétale ou un paradigme basé sur un prisme arabe ou musulman. Par exemple, les Noirs niant ou minimisant l'esclavage arabo-musulman étaient souvent affublés du qualificatif « Noiarabe », indépendamment de leur nationalité. Pourtant, le mythe selon lequel des Africains de toutes origines s'inventeraient des racines arabes est bien réel et ancien. L'auteur de la vidéo semble feindre d'ignorer ces réalités pourtant bien connues, en tout cas de ceux qui ont un intérêt certain pour l'histoire des populations d'ascendance africaine. On retrouve ce phénomène en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou dans les pays musulmans d'Asie du Sud-Est. Mais prenons le cas de l'Afrique subsaharienne. En Somalie, plusieurs tribus se prennent pour des Arabes. Au Nigeria, on retrouve ce phénomène chez les Yoruba. En Afrique de l'Ouest, chez les Songhai, on revendique une ascendance yéménite. Chez les Arawa du Tchad, c'est à nouveau l'ancêtre yéménite. Au Soudan, on a vu ce que cela a donné au Darfour, avec les Noirs arabisés des tribus Bagara et Abala qui ont commis des tueries sur des tribus fours, Zarawa et Massalites, qu'ils considéraient comme des Africains. Dans son livre « Comores, les institutions d'un État mort-né », page 14, Abdelaziz Riziki Mohamed cite Jean Fasquelle, qui souligne à ce sujet « Tout le monde à Mayotte et dans les autres îles de l'archipel rêve de descendre de Chirazien, bref, de ressembler à un Arabe. » Il rappelle aussi que certains Comoriens rejettent toute référence à une origine africaine qu'ils trouvent honteuse, préférant fantasmer sur une origine arabe. Plus loin, il rappelle qu'un racisme particulier, véhiculé par les Comoriens eux-mêmes, se manifeste à travers des termes méprisants équivalents de métèque ou nègre pour stigmatiser d'autres Noirs. En 2017, j'ai lu l'ouvrage de l'ethnologue Sophie Blanchy, sur lequel j'avais écrit un article pour mon site. Elle y expliquait l'ancienne hiérarchie des couleurs aux Comores. Le Kabaïla, au teint clair, au nez fin et aux traits proches des Arabes, était valorisé, tandis que le Mouroumoua,
non lettrés, pauvres, travaillant la terre, au teint foncé et aux traits africains, étaient dépréciés. De son côté, l'autrice comorienne Toufat Moutaré écrit dans son article titré « Le racisme local aux Comores, Washanti ou les barbares d'Afrique de l'Est ». Les missionnaires européens arpentant l'Afrique de l'Est se sont heurtés à une curieuse dénomination destinée à ce qu'ils appelaient une mystérieuse tribu, rejetée par les habitants de la région, Washenzi. Depuis, Shenzi, un terme swahili signifiant sauvage, barbare, a fait son petit bonhomme de chemin vers l'archipel voisin des Comores. Le terme fut d'abord attribué aux esclaves Makua, importés de la côte mozambicaine. Ceux-ci, installés dans des cantons selon un système proche du féodalisme européen, étaient relégués vers l'intérieur des îles, soumis aux descendants d'Arabes venus de Zanzibar et constituant de la noblesse comorienne. Aujourd'hui, le terme a pris une connotation péjorative et désigne toute personne aux habitudes sales, indécentes, ou, dans les accès de colère, une famille ou un village dont la physionomie des habitants rappelle les ancêtres africains. Une connotation qui agit encore aujourd'hui sur les choix de mariage. Il est donc d'une parfaite mauvaise foi de prétendre que l'idéalisation de l'arabe n'existe pas ou qu'elle relève du fantasme. De même, la dépréciation des traits africains, perçus comme grossiers et inesthétiques, a bel et bien existé et perdure de manière informelle jusqu'à aujourd'hui. Ces phénomènes illustrent un effet universel des esclavagismes, la haine de soi et une hiérarchisation esthético-raciale au détriment de l'élément africain. Un autre point mérite d'être abordé au sujet du narratif biaisé de la vidéo qui lie le terme « noirabe » à l'idée d'un, je cite, « islam qui aurait été imposé par la traite arabo-musulmane ». Dire que l'islam ne s'est pas imposé par la traite arabo-musulmane ne suffit pas à masquer le fait que ceux qui l'ont introduit aux Comores étaient également les organisateurs de cette traite. À cette époque, le commerce négrier bat son plein dans l'océan Indien depuis des siècles, principalement orchestré par des Iraniens, des Yéménites et des Swahilis. Ces derniers, des Bantous métissés d'Arabes convertis à l'islam, se revendiquent déjà fièrement d'ancêtres arabes. Ces trois groupes organisaient des razzias sur la côte australe de l'Afrique pour capturer des Noirs non musulmans, qu'ils appelaient tout simplement les kafirs. Ce terme est resté et a été repris par les racistes d'Afrique du Sud pour désigner un Noir de manière péjorative. Traiter un Noir de kafir en Afrique du Sud équivaut à utiliser le N-word aux USA. Dans sa thèse de 2003, intitulée « Étude anthropogénétique de la population comorienne de Marseille », Jacques Chiaroni note que les Shiraziens, un mélange de populations possiblement arabes ou iraniennes, originaires de Shiraz, en Perse, arrivent aux Comores avec un prestige certain aux yeux des populations bantoues locales. Les chefs autochtones leur donnent leurs filles en mariage, fascinés par l'aura de ces peuples. Au fil du temps, la société se structure en trois classes, des nobles descendants des métissages entre Shiraziens et autochtones, des hommes libres et pour finir, des esclaves. Les esclaves sont majoritairement originaires de la côte mozambicaine. On les appelle les Makua. On trouve également des esclaves comoriens, surtout agricoles. La corruption morale des acteurs de la traite, qui se croyaient en droit de réduire en esclavage des humains au motif qu'ils étaient noirs et mécréants, a irradié leur descendance métissée qui a perpétué tous les préjugés raciaux et sociaux des Shiraziens d'origine. Cet impact a joué un rôle fondamental dans la structuration des rapports sociaux et ethniques. Quant
à l'adhésion des Comores à la Ligue arabe, prétendre qu'elle résulte d'une proposition d'Omanet, animée par une soudaine bienveillance envers leurs ancêtres installés aux Comores, est totalement faux. Les Comores déclarent leur indépendance unilatéralement en juillet 1975, sans accord avec la France. La réponse de cette dernière ne se fait pas attendre. En novembre 1975, les services secrets français renversent Ahmed Abdallah et le remplacent par Ali Swalihi. 2 ans plus tard, ce dernier cherche à obtenir le soutien des pays arabes en demandant l'adhésion à la Ligue arabe. La demande est rejetée, car la Ligue exigeait que l'arabe devienne la langue officielle des Comores au détriment du comorien. En 1993, le président Saïd Mohamed Johar, premier président démocratiquement élu des Comores, formule une nouvelle demande d'adhésion. Il met notamment en avant les racines chiraziennes pour appuyer sa candidature. Les Comores seront finalement acceptés au sein de la Ligue arabe. Aux Comores, l'esclavage sexuel a aussi existé. Les esclaves sexuels, qu'on appelait les sourias, étaient à la disposition des maîtres et des autres hommes de la maison. Je vous renvoie à l'article de Siti Yahaya, intitulé « Réveiller la mémoire, l'esclavage dans les fonds oraux des archives départementales de Mayotte », qui mentionne le cas de 2 voyageurs échoués aux Comores, à Mohéli. Ils furent vendus comme esclaves à un riche arabe nommé Osman, qui les introduisit dans son harem, composé de plusieurs femmes noires ou cuivrées, que leur embonpoint empêchait de marcher. Nous comprenons ici comment une si petite communauté de Chiraziens ont pu répandre leur gène au sein de la population. Libertinage, exploitation SXL, ou encore VIOLS. Il n'y a ici rien de différent de ce qu'on a vu de l'esclavage aux Amériques.